Bonjour et bienvenue dans Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je m'appelle Sarah Creveillé et je reçois aujourd'hui Adrien Chignard. Bonjour Adrien. Salut Sarah. Merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, avec plaisir. Ça te fait revenir à Saint-Cloud? Et oui, ça me rappelle des bons souvenirs. Voilà. Alors qui tu es? Tu es psychologue du travail et des organisations. Tu te passionnes d'abord pour l'histoire avec une question centrale. Comment un individu lambda peut-il développer des comportements monstrueux? Ouais, j'avoue, c'est un peu étonnant. Ça donne pas trop envie de me Ce découvrir. teasing est terrible. Et c'est finalement grâce à la psychologie sociale que tu trouves les réponses les plus intéressantes et que tu découvres une passion pour sa discipline. Et après 4 ans de conseil RH plutôt généraliste, et puis l'actualité autour des situations chez France Télécom et chez Renault, t'amène finalement à t'orienter vers la santé psychologique au travail et la prévention des risques psychosociaux. Tu démarres dans un des plus grands cabinets de conseil de Paris, dans le domaine, où tu accompagnes des clients à la fois du CAC 40, dans des premières réflexions françaises sur ces sujets, formés par des Américains, des Canadiens et des Français. Tu passes tes semaines entre les usines et les sièges à auditer, à accompagner et à former dans les organisations. Et puis après 20 ans d'expérience, tu fais tellement jeune, après 20 ans d'expérience et plus de 2000 interventions, tu diriges aujourd'hui le cabinet Sens et Cohérence, qui travaille en 5 langues sur la prévention des risques psychosociaux et le développement managérial. Et en parallèle, tu enseignes dans 3 universités, tu publies environ 1 livre par an et tu es un expert en management pour Harvard Business Review. C'est exactement ça. Rien que ça. Là, je me sens une pression tout d'un coup. Moi aussi, j'avoue. Quel personnage. Alors nous, comment on se connaît? On ne se connaissait pas directement, mais j'ai 2 copains. Catherine Testa, qui est fondatrice de l'Optimiste et qui est venue dans Résonance, m'avait parlé de toi, et un autre copain, Christophe Desproges, qui est en charge de l'inclusion et de la diversité chez Microsoft. Et tous les deux m'ont parlé de toi, donc je me suis dit à un moment, c'est un signe, il faut que je le contacte. T'as des amis, mes amis sont mes amis, c'est un peu le sujet. Voilà, et ça s'applique complètement. Je te propose de piocher une question mystère qui va être dévoilée dans... Alors, tu remarqueras que je prends la verte, alors que d'habitude, la verte, c'est la couleur de l'espoir. Et que pourtant, l'espoir du bonheur nous en éloigne. Oh là là. Mais on verra ça plus tard. Ok. Le génie de la lampe se présente devant toi. Quels sont tes 3 vœux pour l'humanité? De l'amour et de l'amour. C'est toujours la peur qui nous rétrécit, l'amour qui nous grandit. Et je pense qu'on a besoin, enfin on en reparlera tout à l'heure, de ce qui moi m'anime. Si tu veux, la question qui m'anime, c'est comment on fait société, comment on fait lien. Moi, j'accompagne des entreprises ou des organisations publiques, mais la question, c'est toujours de savoir comment on nourrit la relation. On va parler un peu d'expérience collaborateur, mais on pourrait parler d'expérience avec un S et collaborateur avec un S, parce qu'on fait partie d'un corps social, que ça soit les entreprises privées, publiques. On est toujours en lien et souvent, ce qu'on oublie, c'est que la relation, elle est prescrite dans le contrat de travail. On ne peut pas créer de la valeur si on n'est pas en relation avec autrui. Le premier rempart contre la détresse psychologique, c'est toujours le soutien des pairs. Quand je dis de l'amour et de l'amour, il y a 3... On sort un peu de la psycho, je suis désolé, dès le départ, je digresse, mais tu sais, les Grecs, ils ont différentes façons de percevoir l'amour. Il y a Eros, Philia, Agapé. Et en fait, ces 3 dimensions de l'amour, c'est pas juste l'érotisme tel qu'on peut le penser. Il y a aussi la considération, l'amitié, la qualité du lien, l'intérêt. Et on voit que la société française est vachement clivée. Il suffit de voir les débats politiques qu'on peut avoir les uns les autres. Mais en fait, on a besoin de se rassembler pour pouvoir faire face aux situations qui sont compliquées, aux défis sur l'écologie, sur la business continuity, sur le développement de l'emploi, sur l'inclusion. Et donc de l'amour et de l'amour, parce que c'est déjà ce que je me souhaite à moi. Premièrement, c'est ce que je te souhaite à toi et puis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, parce que nécessairement, si on peut aimer son métier, aimer ses proches, aimer le monde dans lequel on vit, puis aussi apprendre à s'aimer soi-même, c'est pas mal non plus. Ça nous rend quand même beaucoup plus aptes à faire société. Et je pense que c'est un besoin impérieux. Je sens qu'on va bien s'entendre. J'intervenais cette semaine chez un client pour la culture du feedback. Et je parlais d'agapé. Et aussi dans les relations, puisque finalement des feedbacks, c'est aussi nourrir des relations. Et donc c'est aussi cet amour fraternel qu'on peut entretenir dans les entreprises et en faisant des feedbacks avec les autres, aux autres. C'est aussi ça qu'on entretient. Et c'est pas facile, ce message d'amour. Et le feedback d'un des participants dans le débrief de la fin
Je lui demande qu'est-ce que vous avez apprécié. Il me dit qu'on ait parlé d'amour en entreprise. Mais donc vraiment, c'est vraiment d'actualité. Je partage vachement. Tu vois, je faisais une conférence pour un grand groupe d'opticiens lunetiers avant-hier, avant de partir en audit dans le sud, puisque je fais encore des audits dans les usines et je te dirai pourquoi tout à l'heure, pourquoi ça me passionne et pourquoi je pense que c'est important pour l'expérience de mes propres collaborateurs. Et justement, c'est ce dont on parlait pendant la conférence avec les uns et les autres. C'est comment nourrir le feedback, c'est nourrir la relation et que dans les besoins fondamentaux d'un être humain en situation de travail, il y a cette dimension qu'on appelle la dimension d'affiliation. Et l'affiliation, là encore, c'est toujours cette dimension, c'est filia. On va parler tout à l'heure de comment on peut le nourrir en tant que manager, mais aussi en tant que collaborateur, parce que nourrir la relation, c'est pas nécessairement quelque chose de descendant. Non, ça peut être vertical, ça peut être aussi horizontal, remontant, et c'est ce qui fait qu'on a tous une petite carte à jouer sur le sujet. Exactement. Bon, ça y est, on est à fond connecté. Ta définition de l'expérience collaborateur? Je ne sais pas si j'ai la bonne définition, mais je vais te donner la mienne. En tout cas, pour moi, c'est toujours la rencontre entre les attentes singulières d'un individu et puis les attentes situationnelles d'une entreprise qui a besoin à un moment qu'on aille dans telle ou telle direction. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les vieilles théories de la pyramide de Maslow, elles sont plutôt débunkées. On trouve aujourd'hui des théories qui sont bien plus intéressantes, puis validées aussi de façon interculturelle, ce qu'on appelle les théories de l'autodétermination, autonomie, compétence, affiliation, qu'on peut traduire par appartenance pour que les gens qui nous écoutent comprennent mieux. En fait, l'expérience collaborateur, ça va être la faculté que va avoir une organisation et un manager, parce que ce sont deux niveaux différents quand on fait de la recherche scientifique, le niveau organisationnel et le niveau de l'équipe, vont nourrir les besoins d'une personne pour pouvoir justement avoir cette expérience. Donc la notion d'expérience, elle n'est pas juste en pensée. Elle est incorporée, elle est incarnée. La dimension expérientielle d'un collaborateur, c'est son vécu réel. C'est pas les choses telles qu'elles devraient se passer, ce qu'on appelle le travail prescrit. Ça devrait te prendre 5 minutes de faire ton reporting. Non, c'est le travail réel. Ça m'a pas pris 5 minutes parce que ce fichu logiciel, il marche pas, parce que le VPN est buggé, parce que ce qu'on me demande de rentrer dans le logiciel, ça existe pas vraiment. Moi, c'est ça l'expérience collaborateur. C'est du travail qu'on va appeler du travail réel, qui va être nourri par les conditions qu'on va te donner pour le réaliser, on va dire, de façon satisfaisante. Tu m'as partagé, parce que tu as aussi été aussi un collaborateur, tu m'as partagé dans tes expériences que, en tant que collaborateur, j'ai ressenti beaucoup de reconnaissance quand tu m'as partagé ton expérience en tant que collaborateur. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence? En fait, moi, j'ai connu, comme beaucoup des personnes, j'imagine, le pire et le meilleur en termes d'expérience collaborateur. J'ai commencé par le pire, puis j'ai fini par le meilleur. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'ai eu la chance d'être fort. Alors, je suis arrivé au début d'un métier. Et je pense que c'est une chance pour moi. Je suis arrivé dans un métier de la prévention des risques psychosociaux dans les années 2008-2010, à l'époque où, tu l'as dit, France Télécom et Renault ont connu leurs grandes difficultés. C'était embryonnaire. À l'époque où moi, je suis sorti de la fac dans les années 2005, ça n'existait pas. On n'enseignait pas encore la prévention des risques psychosociaux. C'était quelque chose, on parlait tout doucement de santé psychologique, mais santé psychologique au travail, c'était vraiment les premiers frémissements de cette matière-là. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un très grand psychiatre français qui est encore en vie, à qui je peux rendre hommage, qui s'appelle le docteur Patrick Légeron, qui était le plus grand spécialiste du stress en France, qu'il a importé des États-Unis, en tout cas toutes ces théories-là, qui m'a pris sous son aile, qui m'a fait bosser avec lui. Et en fait, moi, j'étais le petit junior que les plus anciens ont pris sous leur aile à l'époque. Moi, j'ai eu la chance d'être formé par les plus grands pontes sur le sujet. Et je suis vraiment reconnaissant qu'on m'ait fait confiance à l'époque pour m'amener dans des situations hyper délicates. Et comme on découvrait tous ensemble, j'ai eu là aussi une chance incroyable. Alors, il faut quand même dire la vérité et être un peu humble parce que je bénéficie de quelque chose qui est que je n'ai pas choisi. Je suis un homme. Mais je suis un homme dans une situation où 90% des psychologues sont des femmes, dans un moment de la vie où il y avait beaucoup de jeunes sur ce métier qui étaient jeunes. Et quand tu es une jeune femme en situation de travail, la vie est ainsi faite que l'amour crée parfois des bébés. Et donc, il y a beaucoup de congés maternité qui se sont passés. Et moi, je suis arrivé dans une conjonction, un petit peu une constellation qui a fait qu'à un moment, on n'était plus que 3 hommes en capacité à travailler dans mon cabinet parce qu'il y avait beaucoup de congés mat à côté. Et tout de suite, j'ai eu des clients formidables qui m'ont fait confiance, qui s'appelaient à l'époque Danone, qui s'appelaient à l'époque Areva, qui s'appelaient... En fait, j'ai tout de suite pu travailler avec des très grands clients comme ça pour mettre en place des démarches hyper innovantes parce que le Danone de ces années-là, c'est le Danone du rapport Lachman-Larose-Pénicaud, bien-être et performance au travail. Enfin, tous ces moments princeps de notre profession
J'ai eu des clients qui m'ont fait vachement confiance, des patrons qui m'ont fait vachement confiance sur le sujet. Et donc, je suis hyper reconnaissant parce que souvent, les gens disent « Ah, mais vous avez fait plein de choses, c'est super et tout. » Mais en fait, moi, je suis, comme on dit souvent dans la recherche, on est assis sur l'épaule des géants qui ont fait le travail avant nous. Moi, je suis un perroquet bavard parce que j'apprends dans la littérature scientifique et je vais la régurgiter de façon un peu vulgarisée avec des exemples pour que les gens me comprennent. Et j'ai eu la chance que des plus anciens me forment, et puis parce que je fais tout doucement partie des anciens de la profession maintenant. Petit Donc à petit. j'essaie de former, bah oui, la vie est ainsi faite qu'on devient un jour l'ancien des autres. Et pour le coup, j'ai plaisir dans mon équipe maintenant. J'ai des personnes plus jeunes. On a intégré une jeune femme qui s'appelle Camille il n'y a pas si longtemps que ça. Et la possibilité de pouvoir transmettre, épauler, faire grandir, c'est quand même hyper satisfaisant, quoi. Une autre étape de la vie professionnelle. Exactement. Et à quel moment de ton parcours tu t'es dit « je veux me consacrer à la santé mentale au travail » ? Alors, c'est pas hyper funky, hein, ce que je vais te répondre, mais donc je te l'ai dit, moi je me suis intéressé à la psychologie parce qu'à la base c'était les phénomènes concentrationnaires nazis qui me questionnaient, c'est-à-dire comment une personne qui était un boucher, un charcutier, un électricien a pu être enrôlé à un moment dans la Wehrmacht ou dans la Waffen-SS pour devenir quelqu'un qui va avoir des comportements monstrueux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé beaucoup. Donc là, j'ai compris que j'allais m'intéresser à la psychologie, mais ensuite la question qui m'a fait m'intéresser véritablement à la santé au travail, c'est que moi j'ai commencé en étant salarié. Et la première personne qui m'a fait confiance, mon N+1, mon boss, mon manager, qui était un type pour lequel j'avais une estime gigantesque, en fait, s'est suicidé. Il s'est suicidé par pendaison et nécessairement, c'est quelque chose qui te marque. Hein. Alors, quel que soit l'âge que tu as, moi, à l'époque, je devais avoir 26 ans. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et je me suis dit, c'est pas possible que des situations de travail, notamment, parce qu'il y avait vraiment des questions en lien avec le travail le concernant, c'est pas possible que des situations de travail puissent faire en sorte que quelqu'un va sauter la vie d'une manière ou d'une autre, parce que personne ne se suicide pour mourir, ça n'existe pas les gens qui se suicident pour mourir. En fait, on se suicide pour arrêter de souffrir. Et je me suis dit, c'est quand même dingue que des conditions de travail puissent à un moment... alors, c'est rarement qu'une question de conditions de travail, ce qu'on appelle la part de variance expliquée ou l'imputabilité du comportement suicidaire ou de l'acte suicidaire, il n'est jamais purement centré sur le travail, ou rarement. Je vais modérer mon propos. C'est soit un effet cumulé. Ouais, c'est ça, exactement. Et je me suis dit, OK, moi, je pense que ma petite contribution dans ce monde, la trace que j'ai envie de laisser, c'est que si, une fois que je suis passé quelque part, j'ai pu contribuer à faire en sorte qu'il y ait des personnes qui se sentent mieux et que le travail, puisqu'on le sait, le travail est excellent pour la santé, c'est les conditions dans lesquelles on l'exerce qui vont être mauvaises pour la santé, Sarah. Si je peux contribuer à améliorer les conditions pour que les gens s'y révèlent, s'y épanouissent, grandissent, et puis améliorent aussi notre bien commun. Parce qu'avoir du travail, encore une fois, les gens qui sont en situation de travail sont en meilleure santé que les gens qui sont en situation d'inemploi. Donc, si on peut apporter une contribution au business pour qu'en France, il y ait de l'emploi et de l'emploi de bonne qualité, je trouve qu'on aura fait notre part, quoi. Il y a vraiment des statistiques qui disent, que tu as vues, qui disent que les gens qui travaillent sont en meilleure santé. Oui, carrément. En fait, c'est quoi les proportions? Tu les as en tête ou... Alors, je ne l'avais pas... Non, mais alors, on a des statistiques qui nous viennent à l'époque de l'INRS, et puis l'Institut national de veille sanitaire avait donné des stats aussi sur le fait que, toutes choses égales par ailleurs, les personnes qui sont en situation de travail sont en meilleure santé que celles et ceux qui sont en situation d'inemploi. Mais c'est quelque chose qui s'explique assez facilement. Tu sais, nous sommes des êtres grégaires. En fait, pour expliquer un petit peu, on a besoin d'appartenir à un groupe pour être en bonne santé. Je fais une toute petite digression par rapport à ce qu'on avait prévu de se dire, mais pour expliquer quand même pourquoi je dis ça, si tu veux. Premièrement, parce qu'en fait, l'appartenance à un groupe, c'est une condition de la survie de l'espèce, pour 3 raisons très simples. J'imagine que comme moi, quand tu as fini ta journée, tu vas pas en forêt de Saint-Germain-en-Laye chasser le sanglier. Tu vas chez Carrefour acheter un truc à manger. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et si tu fais la chasse au sanglier tous les soirs, tu dois avoir une vie vraiment incroyable. Mais donc, nous sommes dépendants des autres pour nous nourrir. Donc, la nourriture étant une des conditions de la survie de l'espèce, première raison pour laquelle la grégarité est importante. La deuxième raison, c'est que si tu te fais agresser dans la rue, c'est plus simple si vous êtes 6 que si tu es toute seule. Et donc, là encore, la grégarité, le fait d'appartenir à un corps social, à un groupe, c'est une des conditions de ta sécurité, qui est une des conditions de la survie de l'espèce. Et puis, désolé pour les oreilles chastes, mais c'est plus simple de faire des enfants à 2. Et donc, nécessairement, l'appartenance à un groupe, que ce soit un couple ou une communauté qui va te permettre de te reproduire, là encore, c'est bon pour la survie de l'espèce. Pourquoi je te raconte ça? Tout simplement parce que l'appartenance à un groupe en tant que tel, c'est quelque chose qui est très bon pour ta santé. On est câblé pour appartenir à un groupe, on a besoin de ça. Et le travail, c'est le premier lieu de socialisation de l'adulte. On passe plus de temps au taf qu'avec nos femmes, nos enfants, nos grands-parents, nos machins, nos trucs. Donc, on a besoin de ces relations-là pour être en bonne santé mentale.
Et je pense que tu l'as déjà vécu et toutes celles et ceux qui nous écoutent l'ont peut-être déjà vécu aussi. C'est-à-dire que, je vais donner 2 exemples. Ma fille, elle a 6 ans. Elle est dans une école. Les rares fois où je l'ai vue rentrer de l'école malheureuse, un peu les larmes aux yeux, où je lui dis « Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chat? Pourquoi tu pleures ?» Elle me dit « Parce qu'à la récré, mes copines, elles n'ont pas voulu jouer avec moi. » Et tu sens que l'exclusion, c'est compliqué. Alors, on se dit « Ah, les enfants, ils sont émotifs. » Mais réfléchis. Si ça fait, je sais pas, quelques années que tu pars toujours avec les mêmes copains pour le premier de l'an, si vous êtes les 5-6 mêmes couples, vous louez une baraque comme tous les gens qui ont notre âge, tu loues un truc et puis tu fais le premier de l'an ensemble. Puis là, tu arrives au mois d'octobre, novembre, t'envoies sur le WhatsApp habituel, on fait quoi pour le premier de l'an, quoi. Et tu vois que les gens te disent « Ah ouais, non mais... ouais, cette année, ça va être compliqué pour vous de venir parce qu'il n'y a plus trop de place, quoi. » Ou tu dis « Comment ça va être compliqué pour nous ?»« Non, mais on a loué un truc, mais il n'y avait pas de chambre pour vous, donc on s'est dit que de toute façon, vous seriez peut-être... » Et en fait, tu te rends compte qu'ils t'ont juste pas invité, quoi. Bah franchement, tu passes pas un bon moment. Tu te dis « Ouais, attends, mais c'est quoi ? Enfin... » En fait, ils nous ont blacklistés, quoi. On n'est pas invités au truc, on était tout le temps invités. En fait, le phénomène d'exclusion d'un corps social, c'est quelque chose qui est extrêmement pénible pour l'être humain. C'est la raison pour laquelle le travail est extrêmement bon pour la santé, parce que c'est un lieu de socialisation et que nous sommes des êtres sociaux. On fonde une partie de notre santé sociale sur le fait d'appartenir à un groupe, mais aussi de notre santé mentale. Au-delà des conditions de survie nécessaires que t'apporte l'argent du travail, bien sûr. Oui. On est en 2025. Là, ça, je t'apprends rien. La santé mentale, cause nationale en France. Donc, quand même, un sujet. Je lisais les résultats d'un sondage récent, février-mars, je crois, de Opinionway, qui disait que 45% des salariés font part d'une situation de détresse psychologique. Et du coup, là, j'ai envie de te bombarder de questions. Est-ce que ça veut dire que toutes les entreprises maltraitent leurs salariés? Qu'est-ce qui explique, selon toi, ces chiffres? Et que doivent comprendre et savoir à la fois les dirigeants, les RH et les collaborateurs qui s'inquiètent, en fait, quand ils voient ce genre de chiffres? Alors, il y a plein de choses à dire sur le sujet. Déjà, moi, je pense qu'il faut toujours faire attention quand on prend des chiffres d'où ils viennent, c'est-à-dire que j'ai rien contre Opinionway et je respecte la méthodologie. C'est une enquête qui a été faite sur la base de 2000 répondants dont on n'a pas les caractéristiques de l'échantillon. Donc, c'est quelque chose qui est problématique parce que faire une inférence entre 2000 répondants et 40 millions de salariés en France, de travailleurs, ça pose des questions de généralisation. C'est une enquête qui est produite à la demande d'un cabinet qui vend des prestations de prévention des risques psychosociaux. Donc, je pense qu'il faut raison garder quant au fait, effectivement, 45%. Il y a déjà des chiffres qui étaient sortis sur le même type d'enquête sur le burn-out, qui ont semblé à toutes les professions, même aux psychiatres qui travaillent sur les sujets et même à Santé publique France, questionnantes sur la façon dont les datas étaient récoltées. C'est pour ça que je dis prenons avec délicatesse ces chiffres. Je n'en remets pas en question la légitimité, je dis juste que je me questionne par rapport à leur fidélité et leur représentativité par rapport à la population globale des salariés français. En tout cas, moi, ça n'est pas ce que je vois dans mon quotidien, mais mon exemple n'a pas valeur, on va dire, de foi versus 2000 personnes, je le reconnais aisément. Deuxième chose, qu'est-ce que ça doit nous dire? Ça doit nous dire que post-Covid-19, on peut dire maintenant que la pandémie est derrière nous sur ce sujet-là, on a vécu un télétravail mis en crash. On n'a pas vécu du télétravail. On a connu un télétravail mis dans des conditions de succès défavorables. On en revient mal. J'en parlerai tout à l'heure sur les entreprises qui, certaines, sont en train de faire n'importe quoi sur le sujet et sont en train de revenir sur des vieux modèles managériaux qui sont pourtant débunkés depuis un bout de temps, mais un jour ou l'autre, malheureusement pour elles s'asserront à la table des conséquences de ces modèles managériaux. Ce que l'on voit, c'est que grande cause nationale, la santé mentale des Français est mauvaise. Et là, c'est Santé publique France qui le dit, c'est la DARES qui le dit. En tout cas, les Français au travail vivent des situations qui sont particulièrement périlleuses. On voit une intensification du travail, c'est-à-dire que dans tous les coins, on fait des économies d'échelle et on considère que les temps improductifs doivent être shootés. Simplement, on oublie qu'il y a plein de temps improductifs qui sont des temps, en fait, qui sont des temps nécessaires à la perpétuation de la productivité. Rappelle-moi tout à l'heure de te parler des espaces interstitiels, parce que sinon je vais oublier et je pense que c'est intéressant. J'essaye. La question de la charge de travail, elle est hyper importante. On a la question de l'incertitude. Moi, tous mes clients qui sont dans l'agroalimentaire, sur la question du prix des matières premières, sur les tarifs de Trump, sur nécessairement tout ça, ça crée des difficultés. Si le premier rempart contre la détresse psychologique, c'est le soutien des pairs, le deuxième, c'est le sentiment de contrôle. 15% des gens qui nous écoutent feront un jour une attaque de panique. C'est pas grave du tout, mais c'est méga flippant parce que tu as un sentiment de dépersonnalisation qui fait que tu as l'impression que tu deviens fou, tu sais plus trop qui tu es, si tu es vraiment dans ton corps et tout, c'est méga flippant à vivre d'un point de vue de l'expérience, non pas collaborateur, mais l'expérience singulière de l'être humain. Donc, le manque de contrôle sur la situation, l'incertitude vis-à-vis de l'avenir, une charge de travail qui est conséquente.
Et puis, c'est ce que je te disais sur l'amour, l'amour et l'amour. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'enquête Sumer, qui est l'enquête européenne sur les conditions de travail? Donc là, c'est des dizaines de milliers de répondants. Elle nous dit le premier facteur de risque psychosocial de l'Europe des 27, c'est la confrontation à des publics incivils, agressifs ou agressants. Et donc, nécessairement, si tu vas au boulot où tu te fais... t'es infirmière et on te dit « je veux pas d'un homme pour accoucher ma femme ». T'es instit et tu te fais insulter le soir par les parents parce qu'on considère que t'as pas passé les bons messages. T'es agent d'entretien, on te regarde même pas dans les yeux, on te dit jamais bonjour. En fait, toutes ces situations qui sont des situations de dégradation du lien, parfois en bosse, c'est-à-dire on t'humilie, parfois en creux, on te regarde même pas nécessairement, ça génère des problématiques de détresse psychologique. Après, attention quand même, parce que moi, souvent, les journalistes me disent « Mais Adrien, est-ce que la détresse psychologique, c'est la nouvelle maladie des temps modernes ?» Tranquille, tranquille, tranquille. Je suis psy, mais on va pas tout psychologiser non plus. La détresse psychologique, c'est pas une maladie. C'est l'antichambre des problèmes de santé mentale. Mais l'antichambre, c'est avant la chambre. C'est le terreau fertile pour y faire pousser quelque chose. Mais ça se trouve, on y fera pousser des radis, ça se trouve des baobabs. C'est-à-dire qu'il y a encore des possibilités, quand tu es en détresse psychologique, de pas passer du côté obscur, non pas de la force, mais de la santé mentale. On peut, sur une détresse psychologique, faire machine arrière et restaurer des situations de santé mentale au travail. Parce que si tu regardes bien, on dit santé mentale, grande cause nationale, mais on parle de suicide, de burn-out. En fait, on ne parle pas de santé mentale, on parle de troubles psychosociaux au travail. C'est pas la même chose. La santé, c'est un état positif, c'est pas juste une absence de troubles. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Et donc, il me semble, mais là, on va revenir sur cette question de l'amour et de l'amour, et ça fera, si tu le veux bien, le fil d'Ariane de notre discussion. Ariane étant une grande amoureuse. Le sujet dont il faut qu'on parle, c'est aussi les moyens qui sont donnés à celles et ceux qui prennent soin de nous. Je le dis d'autant plus facilement que je suis un fils d'infirmière. De l'hôpital public. Moi, je suis un enfant qui est issu de l'amour parental et de l'amour de la République parce que j'ai fait mes études à l'université. Je viens d'une classe tout à fait moyenne et j'ai eu l'occasion effectivement de créer une entreprise qui se porte très bien aujourd'hui. Et ben, la dernière fois que je suis allé aux urgences en rentrant d'un voyage il y a 2 ans, j'ai attendu 6h30 avec un pied cassé. Et pourtant, j'habite en région parisienne, j'ai un super service d'urgence à Saint-Germain-en-Laye. Enfin, je suis vraiment pas quelqu'un qui est dans une population qui est difficile. Et j'ai vu des conditions de travail des urgentistes et des infirmières qui étaient des conditions dramatiques. J'ai vu de l'eau dans les salles de consultation qui tombait du plafond. J'ai vu des personnes qui étaient stressées. Et en fait, là, on peut pas parler de santé mentale juste avec de l'intention. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin qu'on ait, on va dire, des idées qui soient évoquées. J'ai envie d'avoir des actions qui sont incarnées. Et il me semble qu'aujourd'hui, tant qu'on ne donne pas les moyens à celles et ceux qui s'occupent de notre santé collective de faire leur travail correctement, ça restera un vœu pieux. Donc là, tu donnes un exemple précis. Donc en tout cas, pour répondre à ma question, on est d'accord que toutes les entreprises ne maltraitent pas. Non, ouais, pardon, j'ai pas répondu là-dessus, mais c'est important que je te réponde. En fait, moi, je vois des super trucs. Enfin, on peut pas, je veux pas être doloriste du tout. Et je t'aurais pas dit la même chose il y a 5-6 ans. Ce que je vois, c'est post-Covid, on a une vraie polarisation des trucs. On a des entreprises qui... Moi, je fais que de la prévention des risques psychosociaux au travail. Donc, en général, je suis un mec qui gagne à être méconnu, quoi. Faut pas me voir trop souvent. Et pourtant, j'ai le plaisir de voir plein de grosses boîtes SBF 120, CAC 40, enfin vraiment des grosses maisons qui nous appellent en disant, bah, ça va. Moi, je dis, waouh, vous m'appelez alors que ça va? Bah ouais, mais justement, on voudrait qu'on ait une culture managériale qui continue de faire en sorte que ça aille, qu'on prenne soin les uns des autres, qu'on prenne de l'avance sur... Moi, je fais des conférences sur la charge mentale, la charge de travail, le feedback, le climat de sécurité psychologique, prendre soin de soi et des autres au travail. Enfin, des conférences, des interventions, des formations, des audits, des tout ça, mais des entreprises qui nous appellent avant que ça dysfonctionne pour mettre en place des bons trucs. Mais elles ont compris qu'en fait, il fallait pas faire de la prévention des risques psychosociaux, appelle ça de la QVT si tu veux, ou de la santé psychologique ou du bien-être, peu importe, on s'en tape un peu, c'est un cheval de Troie. Pour moi, ça va nous permettre d'ouvrir les portes de la ville et que le CODIR accepte ou l'Excom accepte de nous en parler de ces sujets-là. En fait, elles le font pour d'excellentes mauvaises raisons, mais moi j'adore, parce qu'elles ont enfin compris qu'on faisait pas ça pour être sympa, on s'en tape. Moi, je m'en fous que les gens soient bienveillants au boulot, c'est pas ça mon sujet. On fait pas de la prévention des risques psychosociaux par gentillesse, ça serait de la mièvrerie. Et c'est pas l'objet des situations de travail. Une entreprise, elle est là pour produire de la valeur. Un service public, il est là pour produire du service. Mais c'est pas grave de se le dire, ça c'est... Enfin, c'est une des phrases que je préfère, c'est « il vaut mieux une vraie tristesse qu'une fausse joie ». Oui, les entreprises n'ont pas vocation à produire de la gentillesse. Elles doivent produire de la valeur. Sauf que pour produire de la valeur, il faut être en bonne santé. Donc pour une fois, enfin, on va inféoder les questions de santé mentale au travail, au business. Mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'enfin, on va les prendre au sérieux.
Ouais. Et donc, du coup, on met des trucs en place. Et là encore, désolé, hein, moi, je suis un petit-fils d'agriculteur. Mon grand-père, il me disait toujours, t'attireras pas des mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire que dans un monde qui est hyper concurrentiel sur des entreprises françaises qui ont parfois du mal à se démarquer d'autres entreprises françaises, ce qui va faire que tu vas avoir des innovations de rupture, c'est le fait d'avoir des équipes qui sont audacieuses, innovantes et qui ont la faculté psychique à pouvoir innover. Et ben, pour faire pas que de la réno, mais de la vraie innovation de rupture, tu as besoin d'attirer. Tu as besoin de fidéliser, tu as besoin de développer. Quand on voit le coût d'un recrutement raté, quand on voit le coût du turnover, bah, tu as plutôt intérêt d'attirer les gens. Et pour attirer les gens, il faut des conditions de travail de qualité. Personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, si j'avais des conditions de merde et si j'allais bosser chez Germinal ». Ça fonctionne pas comme ça. Et donc, les entreprises le font par pur intérêt économique, ce qui me ravit. D'autres, en revanche, et c'est pour ça que je parle d'une polarisation des choses, donc il y a plein de boîtes qui font des trucs super. Et alors, je pense que je ne suis pas une exception. Moi, je me suis jamais autant éclaté dans mon boulot, ça fait 19 ans que je le fais, que depuis 4-5 ans, parce que vraiment, il y a du développement RH sur les sujets, et il y a une maturité des RH qui est devenue une super maturité. Ils ont arrêté d'acheter du bullshit sur les sujets, ils ont compris qu'il y avait des vrais trucs. Il ne s'agit pas de réenchanter le travail, on ne réenchante que ce qui a été désenchanté, et moi, personne ne m'a jamais dit « j'aimerais que vous enchantiez mon quotidien ». Alors, moi, je veux un chef qui me fait du feedback, je veux être autonome, je veux qu'on me fasse confiance, je veux des moyens de bosser, je veux des moyens de faire un boulot de qualité. Donc, il y a toutes ces boîtes-là qui s'en sortent très bien. Mais elles s'en sortent très bien aussi parce qu'elles vont faire leurs courses ailleurs. Où est-ce qu'elles vont les trouver, tous ces talents, tous ces gens qui sont hyper talentueux, hyper investis? Chez tous les autres qui ont retrouvé leurs vieux réflexes, qui ont considéré que le télétravail, c'était des vacances payées, qui ont considéré... En fait, ils ont repris, tu sais, il existe des modèles de pensée managériaux. Il y a une histoire des modèles de pensée managériaux quand on fait de l'épistémologie des sciences humaines qui montre que longtemps, on a pensé à ce qu'on va appeler l'homo economicus, pour faire simple. Le salarié est un fainéant qui cherche à maximiser son profit. Et en fait, si tu as une représentation comme ça des personnes, nos représentations vont caractériser nos comportements et tu vas te conduire comme un sanglier avec les gens. Le problème, c'est que si en tant que manager, tu te conduis comme un sanglier parce que tu penses que les gens sont des feignasses qui ont envie de rien foutre de leur journée et de gagner plus de thunes, tu vas brimer, tu vas devenir ce qu'on appelle dans mon métier, pour être plus élégant dans mes propos, quelqu'un qui va frustrer les besoins fondamentaux d'un salarié. Et cette frustration des besoins fondamentaux, au départ, elle crée de l'agressivité, de la colère. Si ça ne change pas, ça crée de la résignation. Et la résignation, en psychologie, on sait qu'elle va générer quelque chose qu'on va appeler des comportements de retrait. D'abord l'intention de m'absenter et ensuite l'intention de quitter. Et en fait, les meilleurs se barrent chez celles et ceux qui ont mis en place des meilleures conditions de travail, non par bienveillance ni par gentillesse, mais parce qu'ils ont compris que ça allait générer de l'attractivité, donc de l'innovation, donc des gains de part de marché. C'est pour ça que la QVCT, c'est rentable. Pour illustrer un tout petit peu, nous, on avait un peu du mal à recruter à une certaine période parce qu'on n'est pas connu, on est 250, Xelia c'est 250 personnes, donc c'est pas un grand nom comme ceux que tu cites, que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent connaissent. Et c'est vrai que depuis la transformation il y a 4 ans, on est sur un modèle plus horizontal avec des gens justement à qui on fait confiance, qui ont plus d'autonomie, qui prennent des décisions, qui sont acteurs de leur quotidien professionnel. C'est vrai qu'on a plus ce problème. Les gens nous rejoignent parce qu'ils comprennent que là, a priori, et on n'est pas parfait, il y a plein de trucs à des endroits qui ne marchent pas, mais en tout cas sur ce niveau-là d'autonomie, de responsabilité, ça fonctionne. Donc c'est pour ça. Mais tu sais, moi, c'est pas les grands auteurs, c'est juste mon grand-père, mais qui me disait, la confiance que tu témoignes à autrui, elle l'invite à s'en montrer digne. Moi, je suis juste un psychologue, si tu veux, Sarah. Moi, j'ai pas appris le management à l'école parce qu'en fac de psycho, tu apprends Walou en termes de management. Et donc, à un moment, moi, ma boîte, elle a évolué. J'ai 7 personnes à manager aujourd'hui. Je me suis posé la question à un moment, comment je manage, quoi? C'est quoi le truc? Et comme j'ai pas appris à manager, moi, je fonctionne toujours de la même manière. Quand je sais pas, je vais regarder dans la science ce qu'elle me dit. J'ai toujours préféré la bonne science au bon sens. Je me suis dit, OK, comment je plonge dedans? Et ce dont je te parlais, autonomie, compétence, affiliation, moi, je l'ai érigé en modèle managérial en interne chez Sens et Cohérence. C'est-à-dire que mes entretiens annuels sont fondés là-dessus. Mes feedbacks sont fondés là-dessus, mes réunions sont fondées là-dessus, et mes actes managériaux sont fondés là-dessus. Mais c'est pas juste des grandes théories de psy les cheveux dans le vent, c'est-à-dire que ça s'ancre dans le quotidien. Sur l'autonomie, moi, tous mes collaborateurs, ils ont la carte bleue de l'entreprise. Et je leur dis, je m'en fous de vos frais. Je vais pas les contrôler, vos frais. Je ne vois même pas leurs notes de frais. Ils les enregistrent directement sur un truc avec une intelligence artificielle qui envoie ça chez la comptable derrière. Parce que je leur dis,
Enfin, si tu as besoin d'une nouvelle... Moi, on est en full remote aussi. Hein. Ouais. On a fait le choix d'être en 100% télétravail, parce que je leur fais confiance. Je ne considère pas qu'il faut qu'ils fassent des heures, ça ne m'intéresse pas. Je dis toujours que celles et ceux qui pensent que le travail ne se mesure qu'en heures, ils détruisent de la valeur. Parce que moi, il y a des heures où je suis productif, il y a des heures où je suis un feignant, mais t'imagines même pas, j'ai plus envie de bosser. Je suis du matin. 7h15, 7h30, je suis au bureau. En revanche, 15h, moi, c'est fini, j'ai plus envie de travailler. Mais c'est pas grave, ça s'appelle de la chronopsychologie. Et mon collègue Grégory, lui, il est du soir. Il peut bosser jusqu'à 20h30. Mais je lui fiche la paix, il fait comme il veut. Il s'organise comme il veut parce que je sais qu'il est hyper performant à ce moment-là. Ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre d'heures qu'il fait, c'est comment il réussit à produire les résultats qui sont les siens. Full remote, donc beaucoup de confiance. Tout le monde a la carte bleue de la boîte. Je ne mesure pas et je ne contrôle pas les frais. J'estime que s'ils ont besoin d'un nouvel écran, ils me le demandent même pas. Ils se l'achètent parce que ça m'intéresse pas de contrôler ce genre de trucs. Et pour le coup, comme tu leur fais confiance, j'ai jamais entendu parler d'abus, et quand bien même il y en aurait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive. Non, mais si ça arrive, alors déjà, ça serait fort de café que moi je fasse des réflexions, parce que je suis pas sûr d'être exemplaire dans la façon de fonctionner avec la carte bleue de l'entreprise, parce que oui, quand je vois un nouvel écran qui me plaît ou un nouveau truc où je me dis oh ça serait plus confortable pour moi, bah je l'achète clairement. Donc nécessairement, je suis déjà pas exemplaire sur ce sujet-là, ou alors justement, peut-être que je suis exemplaire. Parce que je considère que les écarts à la norme, ils font encore partie de la norme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu parles d'une moyenne, tu intègres toujours la notion d'écart type, sinon tu n'as rien compris à la culture scientifique. Et puis, imaginons que dans un supermarché, tu vois quelqu'un qui vole. Est-ce que pour autant, ça justifie que tu fasses les poches de 100% des clients quand ils passent à la caisse? Tu peux le faire. Je te jure qu'en une semaine, tu plies ton supermarché parce que plus personne veut passer là. Oui, il y aura des écarts. Oui, il y aura des aléas. Mais est-ce que c'est grave? Franchement, ça m'est complètement égal. Donc, tout le monde a la carte bleue, je vérifie pas les frais. Tout le monde est en télétravail. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais vérifié les congés des uns et des autres. En fait, tu veux des congés, bah, les uns et les autres m'envoient directement une invitation à Outlook en disant RTT machin ou congé machin. Là encore, je fais confiance aux gens dans la façon de s'organiser. Je leur dis toujours, vous posez vos congés avant de poser votre production, parce que sinon, tu poses jamais tes congés. Ouais, et sans ces cohérences, moi je dis toujours, c'est pas notre bébé, c'est juste une boîte. C'est un moyen au service d'une vie bonne. Spinoza, il disait, pour être heureux, c'est bien faire et se tenir en joie. Bah, bien faire, c'est pas juste bien faire son travail, c'est bien faire sa vie perso, justement, pour pouvoir se tenir en joie et être... Je suis un grand spinoziste, j'adore ça, moi. En tout cas, je suis un grand fan, je ne vais pas dire que je suis un grand spinoziste. Donc ça, c'est vraiment comment on va nourrir l'autonomie des personnes qui sont avec nous. Sur la question de la compétence, tu vois, nous, tous les 3 mois, par exemple, là aussi, pour donner des exemples très concrets, que ce ne soit pas juste des idées, tous les 3 mois, on a un universitaire qui vient nous faire une conférence de 3 heures sur un sujet. Là, on a Laurent Beck qui vient bientôt sur la psychologie morale. On a eu Evelyne Foucrault sur la question des pratiques organisationnelles vertueuses. On fait venir des universitaires qui viennent nous updater parce que moi, j'ai des grands curieux, j'ai des passionnés, mais la passion, qu'elle soit amoureuse, on a dit amour, qu'elle soit amoureuse comme professionnelle, elle se nourrit, elle s'entretient. On ne peut pas dire à la personne qu'on aime, bah attends, je t'aime, je t'ai acheté une bague, on est le 14 février. Enfin, on peut faire ça, mais là encore, la goujaterie, la muflerie, le caractère rustre va probablement déliter la qualité du lien qui nous unit à la personne que l'on aime. Donc, nous, on a régulièrement des temps où effectivement, on va se former sur les sujets. On est en full remote, on se voit une fois toutes les 3 semaines. On se réunit tous au bureau pendant cette demi-journée et on fait un truc très simple en fait. On n'a pas les ordis, on n'a pas les téléphones. En fait, on prend un café tous ensemble. Ensuite, on va marcher en forêt pendant 2 heures en général. On discute. En fait, c'est le lien. Parce que regarder des PowerPoint et lire des Excel, ça saoule tout le monde en fait. Donc c'est vraiment le lien qu'on va nourrir. Ensuite, on se fait un grand resto. Et ensuite, c'est suffisant pour tout le monde. Chacun rentre chez lui parce qu'il n'a pas envie de rentrer trop tard. Parce que là encore, on rentre chez nous sur notre temps de travail, pas à 18h. Parce que sinon, si tu quittes le boulot à 18h, tu arrives chez toi, il est 20h30 si tu habites à Tours, à Angers, je sais pas quoi, et tu as démoli ta vie perso à force de faire ça. Moi, ils voyagent sur leur temps de travail. Mais je suis exemplaire sur le sujet aussi. Là, j'étais en déplacement, je te l'ai dit hier et avant-hier, sur un site nucléaire dans le sud de la France. Bah, je pars pas à 18h du bureau, je pars à 14h. Comme ça, j'arrive là-bas, il est 18h, je peux aller profiter de la vie, aller courir, voilà. Donc, autonomie, compétence, et puis l'affiliation dans la façon de gérer des relations managériales au quotidien. L'affiliation, c'est quoi? C'est le fait qu'on nourrisse un sentiment sincère, on va dire, pour le bien-être des uns et des autres. Bah, là, c'est pareil. Moi, je laisse la possibilité. Alors, ils fractionnent leur RTT comme ils veulent et autres, ça m'est complètement égal. S'ils ont besoin d'aller chez le coiffeur quand leurs enfants sont malades ou quoi que ce soit, ils ne posent pas de congé, ça m'est complètement égal. On prend ces temps réguliers de feedback ensemble. On fait bien sûr nos entretiens annuels, mais on fait aussi nos entretiens de mi-année. Et moi, je réserve toujours une demi-journée dans mon agenda par semaine
juste pour appeler. Parce que je considère que le soutien passif, ça n'existe pas. Dire à tes collaborateurs, la porte, elle est toujours ouverte, c'est ce que tu fais quand tu veux rien faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le soutien actif. J'appelle pour dire comment tu vas et je pose toujours la même question. Alors, ils se moquent de moi, mais toujours la même question toutes les semaines. Qu'est-ce que je peux te faire pour te rendre la vie plus douce ? Parce que c'est comme ça que moi je perçois mon rôle managérial. Je suis un porteur d'eau. L'expression, elle n'est pas de moi, c'était à l'époque du management libéré, même s'il y aurait plein de choses à dire sur l'entreprise libérée, à mon avis, qu'on doit remettre en question. Mais moi, j'avais adoré la phrase de Zobrist sur le sujet, qui expliquait qu'il se percevait comme étant ce porteur d'eau, c'est-à-dire c'est mon équipe est dans l'effort, à moi de lui permettre de perpétuer un effort durable sans être dans une logique sacrificielle par rapport à sa propre santé. Et bien, tu vois, ce faisant, en mettant en place des comportements très concrets au quotidien, je peux te donner un autre exemple, les managers que j'ai, ou même mes juniors, ouais, ça c'est intéressant parce qu'on va se parler aussi de politique de rémunération. On est aussi au boulot, on peut aussi se parler d'argent. Moi, mes juniors, contrairement à tous les autres cabinets de conseil, ils n'ont aucun variable sur la productivité, ils n'ont pas de taux de productivité. Je considère que mes juniors, ils sont là pour apprendre. Et on ne peut pas apprendre si on est uniquement drivé par la nécessité d'avoir un gros chèque à la fin du mois, parce qu'on va se déchirer la santé à aller 5 jours sur 5 faire le tour de la France dans tous les sites qu'on a, parce que nous, nos clients sont répartis un peu partout. Ils n'ont pas de variable, ils sont là pour apprendre. Et ils sont là pendant 2-3 ans pour avoir de l'expérience collaborateur, échouer. Parce qu'au départ, quand tu apprends, il y a plein de micro-échecs, mais pour être coaché, développé, et pour faire en sorte qu'il ne soit pas dans une logique un peu de maximisation d'un profit au détriment d'un apprentissage de qualité. Parce que contrairement à ce qu'on pense, faire que du terrain, ça ne t'apprend rien. Faire que du terrain, ça t'apprend à faire que du terrain. Il faut que tu puisses passer de la pratique, le terrain, à la théorie, à la supervision, pour qu'il y ait véritablement, comme quand tu fais du coaching, il faut qu'il y ait cette dimension de métacognition pour prendre conscience de ta façon de fonctionner. Et puis, les managers que j'ai dans mon équipe, enfin mes N-1, ils sont managers d'une boîte de conseil, ils ont aucun taux de production à respecter ni à faire respecter, et en fait, leur salaire variable, il n'est pas indexé sur ce qu'ils font, mais sur leur délégation. Plus ils délèguent, c'est-à-dire que... Comment tu mesures, du coup ? En fait, on a pris un truc très simple. La formule de calcul est hyper claire. En gros, quand tu délègues à quelqu'un, on va dire, tu as une mission à 100 euros. Sur la mission à 100 euros, tu en as délégué 80 euros. Et ben en fait, leur variable, il dépend de la quantité de délégation qu'ils ont faite. Plus il y a de la délégation, ils ont 5% sur le montant total de la délégation, versus quand eux, ils n'ont rien. Le but du jeu, c'était de faire en sorte qu'ils soient dans une logique qui ne soit pas, comme moi j'ai connu quand j'étais manager dans une boîte de conseil, où en fait, il faut aller marner comme un malade, et que tu as cette espèce de culture viriliste où tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, comme si effectivement la quantité de souffrance générée par la suractivité était la garantie de ta fiabilité ou de ta loyauté. Moi, je pense que tu es surtout la garantie d'une stupidité organisationnelle qui essouffle les gens. Et je répondais sur LinkedIn à un grand patron de cabinet de conseil que je connais bien, David, il y a quelques temps, avec lequel je suis en désaccord, ou qui disait oui, mais le turnover dans le conseil, de toute façon, c'est connu, mais moi, je ne suis pas sûr en fait. Je pense que c'est un impensé managérial, ou en tout cas un prêt-à-penser. Comme si ça a toujours été comme ça, donc ça doit vouloir dire que c'est la règle. Et t'imagines si quelqu'un s'était dit un jour, on a toujours fait la lessive à la rivière avec une pierre à savon et puis on a frotté. Et donc, je sais pas comment tu fonctionnes, moi j'ai une machine à laver à la maison, incroyable. Hein. C'est vachement plus rapide, puis c'est plus écolo en plus. Mais moi je crois qu'on a le droit de questionner ce dogme, cet impensé qui est de se dire, dans le conseil, la durée de vie moyenne d'un consultant c'est 3 ans. Moi, sans ces cohérences, j'ai un taux de turnover de 0%. J'ai commencé sans ces cohérences il y a 12 ans, je travaille avec les mêmes. Et c'est quelque chose qui plaît vachement aux clients. J'ai une de mes collègues, Anne, qui bosse avec moi depuis très 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 longtemps. Quand les clients appellent en me disant « mais tu bosses encore avec Anne ?» Je dis « bien sûr, tu veux bosser avec elle ?» Les gens disent « mais elle était déjà là il y a 8 ans. » Oui, mais parce qu'en fait les gens, on ne se quitte pas. Mais on ne se quitte pas parce que les conditions de travail qui sont favorables à la santé et à la performance, en fait, elles servent pas, c'est pas juste pour être gentil. Ça sert aussi mon business. Oui, c'est tout l'enjeu de... Xélia, on a essayé dans la nouvelle organisation qui est très proche de la Libérée, donc hors antenne, on pourra en parler parce que là, on n'aura pas assez de temps. Mais notre objectif, on est quand même une entreprise privée comme toi, et on est 250, c'était de dire comment on arrive à concilier bien-être et croissance. Clairement. Parce qu'on fait de la croissance, on va continuer à en faire, je touche du bois, mais on ne veut pas broyer des gens, donc c'est comment on arrive à concilier les deux. Mais ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas vulgaire de parler de croissance.
Et on peut tout à fait réfléchir à entretenir les deux du mieux qu'on peut. Mais en fait, le truc, c'est que c'est surtout que moi, il me semble que c'est lucide parce qu'on n'a pas le choix. On est sur une ligne de crête entre deux abîmes, entre performance business et performance santé. Si tu fais que de la santé, tu détruis ton business. Et C'est du confort, mais... Et surtout, tu détruis de la santé parce que le premier des risques psychosociaux au travail, Sarah, c'est de perdre son job. Hein. Si on a dit tout à l'heure que les gens qui sont au boulot sont en meilleure santé que ceux qui sont au chômage, bah, en fait, si tu fais que de la santé et que tu oublies la performance, tu détruis la performance. Donc, in fine, tu détruis de la santé. Raisonnement nul. Si tu fais que de la performance en oubliant la santé, tu finis par détruire de la santé et donc, in fine, tu détruis de la performance. C'est pour ça que je dis qu'on est sur une ligne de crête entre deux abîmes, mais seul un pas modéré nous amènera au sommet ou au succès, appelle ça comme tu veux, en tout cas la rentabilité que tu appelles de tes vœux. Donc, on est toujours sur ce jeu d'équilibre, mais l'équilibre, si on y réfléchit, non pas de façon psychologique, mais d'un point de vue plus philosophique, il se définit systématiquement par son instabilité. Donc, on est toujours en train d'essayer de trouver un truc, un peu quand on faisait les jeux du cirque quand j'étais gamin à l'école, c'est ce truc où il faut que tu essaies de rester à peu près debout sur un espèce de rondin, là. Bah, l'équilibre, il est par nature instable, mais notre job, c'est d'essayer de réguler les instabilités les plus précaires. Dans ton cabinet, quelles sont les situations les plus courantes pour lesquelles on vient vers toi? Les boîtes viennent vers toi. Ok, je vais donner les chiffres 2024 parce que c'est les plus récents que j'ai à l'esprit. Ils ont changé par rapport à avant. 2024, on a quasiment 30% du chiffre d'affaires du cabinet. C'est hyper nouveau. C'était pas du tout comme ça avant. C'est des enquêtes harcèlement. Enquête éthique. On n'avait jamais eu ça avant. Avant la Covid, c'était 4% du chiffre. Là, c'est 30% du chiffre. C'est un truc de malade. Ça a explosé. Donc, on fait beaucoup d'enquêtes éthiques. On a beaucoup de formations managers parce qu'il y a plein de boîtes aussi qui ont compris que les managers de proximité étaient un peu les parents pauvres de tout ça et qu'ils étaient la variable d'ajustement d'un système un peu dysfonctionnel. Et pour le coup, il y a plein de boîtes qui investissent dedans. Et là, on s'éclate. On fait plein de trucs. En plus, on fait ça avec une comédienne. Donc, il y a un psy et une comédienne qui viennent de travailler ensemble. En fait, globalement, on fait les webinars ou le e-learning, si tu veux, pour être en amont et donner les connaissances. Et puis, en formation sur site, on est vraiment sur de la compétence, du travail, du jeu de rôle et tout. Et ça carbure à fond. C'est hyper agréable à faire. On nous demande aussi de bosser sur ce qu'on appelle la désescalade des émotions de haute intensité. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, que ça soit dans les transports en commun, dans les entreprises, dans le retail et autres. Je disais la confrontation à des clients qui sont hyper violents ou hyper agressifs. On n'a pas idée quand tu bosses chez Zara, la SNCF, la RATP ou autre. Enfin, les clients peuvent être d'un niveau d'insulte, de rage, de colère. C'est délirant. Et pour un sujet d'une veste non, ou d'un mais pantalon. parce qu'on ne veut pas te changer ta veste, parce que tu l'as tachée, mais des trucs, on n'imagine même pas le niveau de violence que vivent ces gens-là. Et la question, c'est comment on peut justement éviter de rentrer dans une escalade de la conflictualité et comment on peut essayer de retrouver des relations les plus pacifiées possibles. Donc, cette question de la désescalade des émotions de haute intensité, c'est des choses qu'on est de plus en plus amené à faire. Et puis, moi, à titre personnel, j'ai eu beaucoup de demandes. Je fais 2 à 3 conférences par semaine sur les sujets de charge mentale, de prendre soin de soi et des autres, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie volonté d'en faire quelque chose de partager, d'avoir un socle commun de connaissances et de compréhension de ces sujets-là. Et pour celles et ceux qui nous écoutent aussi, Sarah, moi, je trouve que la bonne nouvelle, c'est que j'entends beaucoup moins les stéréotypes que j'entendais il y a 10 ans sur ouais, mais si on parle du stress, ça va le faire apparaître, un bon coup de stress, ça a fait de mal à personne. Enfin, j'entends plus trop ce genre de pensée un peu éculée. J'avais une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure et toutes les bonnes pratiques que tu pratiques dans ton entreprise. Si je me fais un peu l'avocat du diable ou peut-être des choses d'ailleurs qu'on te dit, on te dit oui, toi vous êtes 10. Ouais. Imagine, on est 2500 ou plus. Comment on fait pour donner la carte bleue à tout le monde, même pas valider les notes de frais ou les déplacements ou je ne sais. Qu'est-ce que tu leur dis? Je dis on fait confiance au manager. C'est-à-dire que si vous êtes 2500, j'imagine que vous n'êtes pas un râteau avec un CEO ou une CEO et 2499 personnes en dessous. C'est-à-dire que quand on se parle autonomie, compétence, affiliation, on commence par l'autonomie. C'est-à-dire l'autonomie, c'est la possibilité qu'on donne au manager de proximité d'avoir la main sur son équipe, sur son organisation, sur la façon de fonctionner. Alors, il est comptable de ça, redevable de ça aussi. On lui donne les moyens de l'autonomie, mais on sait que les managers qui sont les plus soutenants sont les managers les plus soutenus. Si on forme les managers à l'autonomie, si on les soutient, si on leur donne la latitude décisionnelle pour faire, en fait, on fonctionne cran par cran parce que les 2499 personnes de l'organisation ne sont pas toutes en interaction les unes avec les autres. Ça n'existe jamais comme ça. Ou alors, ton organisation est mal pensée. Donc, on va avoir une logique fonctionnelle et de service. Et on laisse, en fonction de la nature de l'activité,
en fonction de la nature de l'activité. Je le dis parce que parfois on me dit « Ah bah oui, mais le télétravail, c'est pas pour tout le monde. » Bah bien sûr, le télétravail, c'est pas pour tout le monde, mais la prime de charbon, c'est pas pour tout le monde. Mais, enfin, quelle nouveauté de penser à un truc pareil? C'est-à-dire, c'est absurde et c'est sot. Forcément, si tu produis de la danette sur une ligne de production à Bailleul, tu vas pas emmener ta ligne de production dans ton garage, on s'en doute bien. En revanche, pour celles et ceux pour lesquels c'est possible, on le fait. On a une logique d'égalité des droits, mais on peut avoir une logique d'équité dans les conditions de travail. C'est pas tout le monde la même chose. Si tu fais la comptabilité fournisseur, bah tant mieux que tu puisses avoir du télétravail, c'est quand même super. Pour d'autres, ça sera pas possible et c'est pas grave. Simplement, en fonction de la nature de l'activité de chaque service, on donne la confiance suffisante enfin, on manage par la confiance. On manage par le résultat. Si ça marche, tu as des bons résultats. En fait, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Je devais te rappeler un truc d'interstitiel. Ouais, d'espace interstitiel, ouais. C'est quoi la question des espaces interstitiels quand je te disais que parfois, tu sais, on veut shooter ce qui est perçu comme étant des temps improductifs. En fait, ce qu'on a oublié quand on revient parfois un peu en présentiel, justement, c'est que si tu te fais des tunnels de réunion, tu zappes quelque chose et le télétravail fait zapper ça un peu trop souvent. C'est tous ces petits temps entre les moments officiels, entre les réunions. C'est le moment où tu vas te laver les mains, c'est le moment où tu vas faire un tour aux toilettes, où tu vas à la machine à café, où tu prends l'ascenseur. En fait, tous ces petits temps entre les temps de travail, c'est pas des temps qui servent à rien. C'est un peu comme, tu sais, quand tu prends une salade au resto, le seul truc qui n'y a pas marqué sur le menu dans les ingrédients, c'est l'huile. Et pourtant, manger une salade sans assaisonnement, c'est infect et c'est immangeable. C'est ce qui va faire le lien, c'est ce qui fait le lien. Ces espaces interstitiels, c'est tous les micro-espaces dans le boulot, ce qui font, si tu veux, Sarah, que tu vas pouvoir dire « Attends, ce que tu disais tout à l'heure en réunion, c'était pour moi que tu le disais ?» Je te dis bah, « Absolument pas, c'est pas... Oh, parce que j'ai pas trouvé ça classe du tout, ta façon de le dire. » Mais attends, c'est pas du tout pour toi que je parlais de mon projet. Ok, on passe à autre chose. En fait, c'est tout ce qui permet le lien durable, parce que ça va craquer les quiproquos, ça va craquer les non-dits, ça va craquer les représentations stéréotypées que tu as sur la posture ou le non-verbal d'autrui. C'est ce qui permet d'avoir une régulation fréquente des situations dysfonctionnelles. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas être dans une suractivité ou des tunnels de réunion, sinon on n'a jamais ces temps de régulation de la relation. Parce qu'on oublie trop souvent, notamment en France, que le conflit, c'est pas un problème. Le conflit, il est consubstantiel aux histoires de travail. Tu t'engueuleras forcément dans ton couple, c'est normal, mais un bon couple, c'est un couple qui a appris à s'engueuler. Une bonne équipe, c'est une équipe qui a appris à s'engueuler, à dépasser tout ça. Sauf que pour dépasser une engueulade, je ne sais pas comment toi tu fais, mais moi, j'ai la chance d'avoir une femme formidable, mais quand on s'engueule, on ne réussit jamais à dépasser l'engueulade au téléphone. Il faut qu'on se voit et qu'on prenne un temps. On ne peut pas le faire entre deux trucs. Quand les enfants sont en train de manger, si on a un truc à se dire, on attend qu'ils soient couchés, parce que sinon, ils vont nous demander 40 fois de changer une cuillère requin par une cuillère licorne, et ça ne nous permettra pas d'avoir le temps et l'espace pour le faire véritablement. Et donc, la régulation régulière des situations conflictuelles dysfonctionnelles, elle est justement permise par ces espaces interstitiels, par ces petits moments où on peut le faire. Tout ça pour dire que les équipes dans lesquelles on a une surcharge de travail durable deviendront forcément des équipes qui explosent, parce qu'elles n'auront pas de temps suffisant pour réguler. Tu as une idée de comment, et tu l'as un petit peu évoqué, comment on gère ça en télétravail? Parce que nous aussi, c'est un télétravail choisi, donc les gens viennent, ne viennent pas, et on a 54% des collaborateurs qui sont en télétravail permanent hors Île-de-France, qui ne viennent pas régulièrement au siège. Et justement, quand j'en discute avec eux, notamment dans des moments de feedback, alors on me dit, c'est une vraie démarche. Avant, comme tu le dis, après la réunion, on se croisait, on débriefait un peu. Là, en fait, on raccroche. Et même si on n'a pas une autre réunion, en fait, c'est une vraie démarche de rappeler la personne. Comment tu gères ça? Il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui vont être dans prévention primaire, c'est-à-dire que déjà, moi j'ai des clients, la durée des réunions, c'est plus jamais 1 heure maintenant, c'est toujours 50 minutes. En gros, en 10 minutes, tu perds rien. C'est juste que ça t'évite de digresser 70 fois. Pour qu'il y ait des temps derrière, à la fois pour passer à autre chose, pour aller te faire un café, pour aller prendre un verre d'eau, ou pour passer un coup de fil à un collègue. Donc déjà, on donne physiquement les temps pour le faire. Quand des équipes te disent qu'elles sont dans le rouge, tu leur dis pas est-ce que c'est un rouge grenat, un rouge carmin ou un rouge cerise, tu leur dis ok, si c'est rouge, il faut que ça bouge. Comment on travaille sur la charge de l'équipe? Donc déjà, on donne physiquement le temps aux personnes pour pouvoir réguler. Parce que tu as beau être formé, tout ce que tu veux, ce que je vais te dire après, si tu n'as pas le temps, c'est walou. Donc déjà, on donne le temps, les ressources temporelles.
Puis ensuite, le feedback, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sarah. Moi, je partage vachement ton point. C'est quelque chose qui s'apprend. Moi, j'ai 42 ans, je viens d'une génération où le feedback, ça n'existait pas. Enfin, quand mes parents me disaient une fois tous les 5 ans, c'est bien, waouh, c'était la fête à la maison, quoi. Donc, nécessairement, j'exagère un peu, mais le feedback, ça s'apprend dans son fond, dans sa fonctionnalité, dans son utilité, mais aussi dans sa forme. Parce qu'il y a aussi Moi, ça me fait toujours marrer quand j'ai des managers qui me disent « Ah, moi, c'est bon, les réunions, pas besoin d'aide, je sais faire. » Et parfois, je dis « Ok, bah, je vais venir à ta réunion, je reste dans un coin. » Oh là 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 là, ils pensent qu'ils savent faire, c'est terrible ce qu'ils font. Mais je leur en veux pas. Moi aussi, je peux être nul sur plein de trucs. La question, c'est là encore, un manager en français, c'est un responsable. Un responsable, dans le DICO, c'est celui qui reconnaît son erreur. C'est de savoir se dire « Ok, sur le feedback, je sens qu'il faut que je progresse, que je suis pas hyper bon. » Donc, prévention primaire, on donne les moyens, les ressources temporelles. Prévention secondaire, on les forme, on les développe pour que cette culture du feedback se fasse. Et puis, prévention tertiaire, on apprend aussi, je parlais de désescalade des émotions de haute intensité, en disant, mais là, ça nécessite aussi du soutien de la RH ou des préventeurs ou quoi que ce soit. Quand on voit que ça sent un peu le vinaigre là dans une relation ou dans une équipe, bah, on va faire la démarche active. On ne fait pas de la pensée magique, oh, ça va le faire, tu sais, c'est des grands gamins, c'est les trucs de cours d'école. Bah ouais, mais dans les cours d'école, on peut avoir des gros chagrins. Donc, ce n'est pas des trucs de cours d'école. Et quand bien même ça le serait, est-ce que parce que c'est une cour d'école, alors on doit le balayer d'un revers de main? Moi, je ne crois pas que ça soit des trucs de gamin. Je pense qu'au contraire, il faut le prendre avec le sérieux nécessaire. Il y a Alexandre Jolien, le philosophe, qui dit qu'il faut faire ça avec le sérieux d'un enfant qui joue. Et ben, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va voir l'équipe et on dit... Là, c'est un peu règlement de compte à hockey choral. Ça sent la poudre, il y a de l'électricité dans l'air. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion qui fait que vous vous en voulez? Parce que je sens qu'il y a un truc. On a le droit d'aller adresser les sujets. Carrément. Et en fait, là encore, mieux vaut cette vraie tristesse que cette fausse joie. La fausse joie, c'est la pensée magique, c'est ça va le faire. La vraie tristesse, c'est ok, je vois qu'il y a un truc qui va pas bien. Sauf que quand tu le poses, le truc, t'es dans la lucidité. La lucidité te fera avancer. Parce qu'elle va te permettre, certes, c'est pas agréable, mais ça te permet d'agir. Et puis souvent, rien que de le poser, mais oui. En fait, le processus commence. Bien et sûr. Du coup, ça ouvre des portes. On a parlé de beaucoup de risques, de prévention des risques psychosociaux, de QVT, de santé mentale. Est-ce que la question que je me pose, c'est, on en entend du coup beaucoup parler, en plus Code national. Est-ce que c'est pas devenu aussi une injonction de plus en plus pour les collaborateurs? C'est-à-dire que est-ce qu'on parle de rendre les gens coupables d'aller mal, parfois dans un environnement qui peut être toxique? Oui, bah, c'est ce qu'on dit, c'est que la maladie est parfois une réaction saine dans un milieu malade. Si c'est une injonction, c'est pour ça que moi je me méfie toujours de celles et ceux qui nous expliquent qu'il faut que le salarié soit acteur. Oui, bien sûr qu'il faut qu'on soit un acteur de sa santé mentale, mais il n'existe pas, Sarah, d'acteur parfait sans un metteur en scène. Enfin, je veux dire, on n'imagine pas nos meilleurs acteurs français aller jouer dans les égouts tout seuls le soir. Il y a une mise en scène. Et le metteur en scène, c'est l'employeur. Mais là encore, c'est pas juste pour la formule. Le 41-21 du Code du travail, il pèse pas sur le salarié. Il pèse sur l'employeur, sur le propriétaire du moyen de production, sur ce lien de subordination. Moi, je dis toujours à mes propres collaborateurs, on n'est pas des potes. Moi, je suis pas votre pote. Nous sommes des collègues qui nous estimons. Mais c'est très bien comme ça. Si on était des potes, ils viendraient tous chez moi à Noël. Et je te jure, je suis juste avec ma femme et mes enfants à Noël et ma famille. Et donc, il n'y a pas d'excellent acteur sans bon metteur en scène. Ça revient à l'employeur de faire les choses comme ça. Et on le sait, il suffit de lire Ilius sur Apicratie ou tous ces bouquins sur cette dimension de... Attention à ce que le culte du développement personnel ne devienne pas une injonction encore plus culpabilisante au bonheur. Il ne s'agit pas d'être dans cette logique de développement personnel systématique. Moi, il y a des trucs sur lesquels je ne me développerai pas et ça va. Moi, j'ai toujours le lâchez-moi avec le lâcher-prise. Ça ne m'intéresse pas. Fichez-moi la paix avec le développement personnel. Il y a des trucs sur lesquels je resterai plein d'imperfections, mais c'est aussi ce qui fait mes aspérités et plein de caractéristiques de ma personnalité. Mais là encore, ça doit faire l'objet d'une discussion concernée avec... moi, je suis un grand militant du dialogue social parce que le dialogue social, c'est encore du lien. Moi, j'ai été délégué du personnel avant de devenir patron, donc j'ai connu les deux côtés. Et c'est pour ça que je milite et j'étais le coordinateur scientifique d'une grande table ronde là, pour le psychodon, pour la santé mentale au travail au Festival de Cannes. Le thème que j'ai pris, c'était le dialogue social comme premier promoteur de qualité de vie au travail. Si les élus parle au DRH, qui parle aux médecins, en fait, cette santé mentale, elle appartient à la fois à tout le monde et à personne. Et pour voir un objet en 3D, il faut 3 éclairages différents. Enfin, je crois que c'est dans la qualité du lien qu'on unit à celles et ceux qui voient différemment de nous, parce qu'on peut être adversaire sans être ennemi. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Enfin, c'est ce qui nous permet justement de sortir de cette logique de culpabilisation individuelle pour penser, on va dire, une responsabilité collective et organisationnelle.
Oui, puis surtout qu'on a un objectif commun, en fait. Pour moi, on n'est même pas adversaire. Si on regarde l'objectif commun, bah, c'est à ça qu'on cherche à répondre. C'est pas qu'on est d'un côté ou de l'autre de la barrière. Quand on a préparé cette nouvelle organisation, on a la co-construite avec le CSE qui était presque plus promoteur que nous parce qu'il voyait l'intérêt pour les collaborateurs, pas juste pour... Avec une difficulté qui est parfois, on a un intérêt commun, c'est-à-dire le endgame ou le phare au bout de la nuit, on le voit ensemble. En revanche, les stratégies qu'on va utiliser pour aller jusqu'au bout et pour naviguer jusque-là, elles peuvent faire l'objet de regards qui sont différents. Mais quand je dis on peut être adversaire pour plus qu'être ennemi, c'est pas moi. C'était les moines de Tibérine qui disaient ça. L'idée, c'est de se dire, on est adversaire sur les arguments, c'est-à-dire on s'en veut pas intuitu personae. C'est-à-dire que là, ta perception, je ne suis pas d'accord. Et puis, moi, c'est ce que j'explique à beaucoup de managers quand je veux les former ou les coacher, c'est qu'en situation de travail, si vous n'êtes pas une scope, en fait, on n'est pas dans une logique de consensus. On est dans une logique de consentement. On va chercher le consentement d'autrui. Mais si on devait attendre le consensus, Sarah, pour avancer en entreprise, on n'aurait jamais avancé. Bien sûr. Tant que faire se peut, c'est super quand il arrive. Mais ça relève de l'exception. Là où la norme, ça doit être la recherche systématique du consentement éclairé. C'est notre fonctionnement. On arrive à la fin de ce podcast. Qui aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Résonance ? En fait, on a parlé du dialogue social et je trouve que c'est intéressant d'avoir des regards un peu croisés. J'ai vu qu'il t'avait interviewé avant. Moi, j'aimerais bien que tu puisses entendre une personne qui s'appelle Carole Donnet, qui est le médecin coordinateur du groupe Danone, parce que justement, c'est quelqu'un qui, sur l'expérience collaborateur, mais avec un regard médical, un regard santé, qui fait du dialogue social, qui est en lien avec la fonction RH, qui est en lien avec les élus, qui est en lien avec toute une gamme de salariés différents, un regard sur la santé mentale au travail, mais qui est un regard qu'on n'entend pas beaucoup. Parce qu'on entend des consultants, on entend des DRH, on entend des coachs, mais l'expertise médicale, elle est aussi centrale à un moment pour pouvoir reposer un regard éclairé et un petit peu différent. Et comme je sais que tu aimes bien les trucs qui taquinent ou qui grattent un peu, c'est une façon de mettre deux pas de côté pour regarder le sujet. Hyper intéressant. Et puis c'est vrai que je n'ai pas du tout eu ce profil, donc merci pour ça. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps d'être venu jusque-là. Et puis merci pour tout ton partage, que même ton profil en soi était déjà différent par rapport aux invités que j'ai d'habitude. Donc merci pour ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Je recevais aujourd'hui Adrien Chignard et j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain épisode de Résonance. À bientôt.